je vais présenter notre panel nord-américain qui va respecter un quart d'heure, donc ça va être un quart d'heure sacré. Ça va être le test parce que tous les trois, vous venez donc du Canada. Je vais commencer par, donc, là maintenant vous connaissez bien Elisabeth Vallée, qui est directrice de la chaire d'endurance à l'UQAM et professeure aussi à l'UQAM. Ensuite, donc, Mylène de Repentini, si je le prononce bien, donc chercheuse à la chaire d'endurance et coordinatrice, il y avait un débat sur la prononciation de ce mot, à l'Observatoire du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Mylène a fait un séjour de 2 ans au Maroc. Elle parle arabe couramment. Et enfin, Mohamed Ouria, donc, qui est chercheur à la chaire d'endurance et enseignant à l'université de Sherbrooke. Et actuellement, il est en séjour en tant qu'enseignant à l'université nationale du Qatar à Doha. Voilà. Donc, on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt et vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à nouveau. Aujourd'hui, Elisabeth et moi, on va vous parler de Ceuta et Melilla, donc des 2 enclaves qui sont dans le nord du Maroc. Je vais essayer de à la fois dresser le portrait de la situation sans aller trop dans les détails, mais je me disais que c'était quand même pertinent de donner un bref portrait de ce qui s'y passe. Étudier les migrations subsahariennes au Maroc tend inévitablement à considérer le Maroc comme pays de transit. Migration subsaharienne vers l'Europe habituellement, et donc le Maroc est vu comme un pays de transit dû à la proximité du Maroc avec l'Espagne. En effet, seulement 14 kilomètres séparent l'Espagne du Maroc. Ça me fait rire, parenthèse, quand je parle de ces questions-là en Amérique du Nord, j'ai pas l'impression que c'est les mêmes références. On parle beaucoup de ces questions-là de manière beaucoup plus distante. Et donc, ces 2 enclaves-là, Ceuta et Melilla, contribuent à ce sentiment de proximité. On peut parler aussi des îles Canaries, que je ne mentionnerai pas, mais tout ça fait en sorte qu'il y ait une impression ou un sentiment de proximité avec le continent européen et avec l'Espagne en particulier. Et les enclaves, donc, de Ceuta et Melilla, Ceuta fait face à la Méditerranée, donc partage 8 km de frontière avec le Maroc, a été une ville portugaise de 1415 jusqu'en 1668, puis devient espagnole suite à la signature du traité de Lisbonne. Et Melilla, quant à elle, partage 20 km avec le Maroc, 20 km de frontière, et est devenue espagnole en 1497, donc après la prise de Grenade. Durant le protectorat espagnol au Maroc, qui de 1912 à 1956, qui est la même période de temps que le protectorat français, Ceuta et Melilla étaient considérées comme des villes espagnoles à part entière, donc pas sous protectorat, mais vraiment espagnoles, donc un statut un peu différent. Et bien qu'il y ait plusieurs centaines de kilomètres qui séparent les 2 enclaves, dans l'imaginaire espagnol, on les voit souvent comme une entité commune, comme une seule et même entité. On parle souvent de Ceuta et Melilla comme d'un ensemble. Petit état politique et juridique de la frontière. Donc, les villes de Melilla et de Ceuta font partie des 29 territoires appartenant à des pays européens dans le monde et constituent les 2 seules frontières terrestres euro-africaines. Les 2 enclaves figurent à titre de régime d'exception. Donc, bien qu'elles soient des villes espagnoles, les personnes sont soumises à un double contrôle en entrant et en sortant des enclaves, donc qui sont des exceptions de l'espace Schengen. En 85, donc, c'est l'adoption de la loi sur les étrangers qui sonne le début des politiques de fermeture des frontières pour l'Espagne, en plus de l'adhésion au traité de Schengen. Mais c'est en 93 que les 2 villes commencent à s'emmurer et c'est les premiers murs européens après la chute du mur de Berlin. Donc, c'est les premiers pas vers la sécurisation des frontières sud de l'Espagne. En 93, Ceuta et Melilla deviennent des villes autonomes.
Et c'est également à ce moment que les murs considérés insuffisants sont renforcés. Donc, bref, portrait un peu des murs qui entourent les deux enclaves. Donc, à Melilla, c'est près de 600 agents et agents de la Guardia Civile qui sont en poste, en plus d'une unité de renfort tournante de 180 personnes. Selon le colonel du commandement de Melilla, en 2015, une unité anti-émeute est également présente afin de venir en soutien aux unités en poste. Il reste un mois et un roulement de 20 personnes s'effectue à chaque fois. En 2007, les barbelés à lame tranchante sont enlevés pour faire place à une troisième barrière. Cependant, 6 ans plus tard, de nouveaux barbelés à lame tranchante sont installés sur près de 2 km. Aujourd'hui, c'est donc 3 barrières qui entourent la ville. La première mesure 6 mètres de hauteur, la deuxième 3 mètres et la dernière 6 mètres également. La clôture extérieure mesure près de 3,5 mètres, tandis que la clôture intérieure atteint à part endroit, près de 6 mètres de hauteur. Quant à Ceuta, c'est un modèle similaire à celui de Melilla qui est mis en place. On y retrouve des clôtures extérieures et intérieures avec un chemin entre les deux. Le contrôle est assuré par les patrouilles espagnoles et marocaines grâce à des équipements technologiques de pointe et une double clôture frontalière de 7,8 km est divisée en 3 secteurs. Ce sont près de environ 315 policiers et policières qui sont sur place, en plus de 626 officiers et officières de la Guardia Civile, donc du côté espagnol. Et du côté marocain, c'est à la fois les forces auxiliaires marocaines, la gendarmerie royale et la marine royale qui sont tenues de contrôler les flux migratoires. Petite remarque, puis après on pourra peut-être en discuter. Il y a une particularité de Melilla et Ceuta, c'est aussi le fait que c'est des villes jumelles à d'autres villes marocaines, donc Ceuta avec Tanger et Melilla avec Nador. Et les gens qui vivent dans ces villes jumelles-là ont le droit d'aller sur le territoire seulement pendant la journée, donc entre 9h et 17h, et doivent quitter le territoire à la fin de la journée. Et ce qui donne une particularité aux enclaves, et aussi ce qui donne à l'entrée quand on y va. Il y a deux entrées. Il y en a une pour les Occidentaux, on va dire, qui est belle, qui est propre, et une pour les Marocains qui est beaucoup moins propre. Et on voit donc cette discrimination-là qui est faite dès l'entrée sur le territoire. Donc, brièvement, les enjeux des migrants et migrantes au Maroc. L'immigration de personnes originaires d'Afrique subsaharienne vers l'Europe s'accentue vers la fin des années 90 avec la fermeture de routes migratoires intra-africaines, notamment vers le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Au mois de juin 1996, c'est plus de 100 immigrants et immigrantes non documentés d'origine africaine qui sont déportés vers des pays africains, nonobstant leur pays d'origine. Mais ces mouvements migratoires prennent de l'importance en 2005, donc avec ces événements-là qui sont derrière moi, parce qu'ils sont très médiatisés. Donc, en effet, en 2005, suite à des tirs de balles des deux côtés de la frontière, blessant plus d'une centaine de personnes et ôtant la vie à au moins 11 d'entre eux, un renforcement de la barrière est entrepris à nouveau, et donc la médiatisation fait en sorte aussi qu'il y a une militarisation plus importante de la frontière qui en est découlée. En septembre 2013, une nouvelle politique de migration et d'asile est mise en place au Maroc, politique qui octroie la résidence légale aux immigrants et migrants subsahariens sur le territoire du Maroc. Cependant, le taux de reconnaissance est assez limité par l'interprétation de certains critères ou par il y a quelques éléments qui peuvent porter contradiction, soit en contradiction, soit préjudice, dans le sens où je pense notamment que la régularisation se fait uniquement pour les gens qui ont vécu dans les 5 dernières années sur le territoire, et cela débute par leur dernière entrée sur le territoire. Donc, si un immigrant ou une immigrante est parti pour une journée ou deux dans les 5 dernières années, n'a pas eu le droit d'avoir la résidence permanente.
En 2014, dès la fin de la régularisation, donc à la fin de ce processus de régularisation, les autorités ont entamé une large opération d'arrestation de migrants et migrantes, majoritairement subsahariens, subsahariennes, notamment dans la forêt de Gorogo, à Nador, qui est la ville voisine, la ville jumelle de Melilla, dont je parlais tantôt. Et cette forêt est souvent vue comme le premier lieu d'attraction et de rassemblement pour les subsahariens et subsahariennes. Selon la Fédération internationale des droits de l'homme du Maroc et le groupe antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers immigrants, ce sont près de 1200 personnes qui ont été arrêtées par les forces auxiliaires marocaines en charge de l'évacuation des zones proches des enclaves espagnoles. Entre 2000 et 2010, on parle de entre 10 000 et 20 000 migrants et immigrantes non documentés d'origine subsaharienne qui étaient au Maroc. Ce chiffre est probablement à la fois bien plus important et aussi encore plus important aujourd'hui. Le Maroc, longtemps perçu donc comme pays de transit, n'est plus uniquement un pays de transit, est devenu aussi un pays d'immigration. Et ce qu'on voit beaucoup, on en parlait ce matin, de la migration, les mobilités, que les mouvements migratoires se changent, ils ne vont pas plus nécessairement du point A au point B, mais changent, ils vont du point C, du point D et reviennent au point A. Et on le voit beaucoup avec le Maroc. Donc, je vais laisser la place à Elisabeth. Oui, et la fortification des frontières de ces deux enclaves espagnoles a représenté dans un premier temps une forme d'anomalie parce que c'était cette image est une image emblématique du golfe de Melilla et donc de cette division qui était assez différente, assez anormale en 1993 lorsqu'elle est érigée, parce que c'est une période où on ne construit pas, ou au contraire on a démonté le mur de Berlin. Ce sont les premiers murs européens en périphérie de ce qui va devenir l'espace Schengen. Et c'est surtout un discours qui est très contrasté, alors que le monde académique, surtout les politologues, parlent d'un monde sans frontières, qui en fait est une fiction occidentalo-centrée, mais ça prendra une décennie pour s'en rendre compte. Donc ces fortifications sont construites 10 ans avant les premiers murs en Europe continentale et constituent aussi une espèce de laboratoire, un lieu d'expérimentation de la frontière, où on va voir cette militarisation avec senseurs, caméras, graduellement chevaux de frise, avec cette volonté aussi de dissuader en blessant, et tous les systèmes de surveillance qui vont se développer. C'est une période aussi où on commence à voir apparaître l'externalisation de la frontière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc l'espace Schengen construit un espace intérieur qu'il voit comme sécuritaire et qui par définition définit un espace extérieur dangereux dont il faut se protéger, et va charger d'autres, va organiser une espèce de dévolution de la gestion de la frontière qui se traduit d'ailleurs récemment par l'implication du Maroc dans les forums qui associent le G5 Sahel, qui lui-même est lié à la vision qu'a l'Europe et qu'a l'OTAN de cet espace-là et de la définition des frontières. Pour autant, si c'était une anomalie donc dans la dernière décennie du millénaire précédent, ça n'en est plus une aujourd'hui. Il y a plusieurs traits en fait des frontières aujourd'hui qui étaient déjà embryonnaires autour de Ceuta et Melilla, notamment l'épaississement de la frontière à plusieurs titres. On voit effectivement que les forêts en périphérie de ces deux enclaves sont devenues des espèces de sas d'arrivée dans ces enclaves-là. Il y a une double frontière. On va passer une première frontière pour rentrer dans les enclaves, puis une deuxième pour se rendre en Espagne. Donc là aussi, la frontière espagnole et européenne est beaucoup plus épaisse. Il y a une mobilité de la frontière lorsque l'on franchit la première barrière en tant que demandeur d'asile. On n'est toujours pas en Espagne. On va en fait définir la véritable frontière espagnole à la troisième barrière. Donc il faut pouvoir passer les trois barrières, et à la troisième barrière, là, le droit espagnol dit qu'on ne peut plus expulser, mais passer la première, on est encore expulsable. Donc la frontière est là aussi épaisse, mais elle est également mobile. Elle est pixelisée, cette frontière,
parce qu'elle n'a pas la même densité et la même étanchéité suivant qui est le porteur de passeport, parfois même simplement la couleur du porteur de passeport. Et comme le disait Mylène, même les lignes d'entrée dans l'enclave ont une couleur en quelque sorte, donc une identité différente. On va aussi trouver partout, comme partout ailleurs dans le monde, les mêmes logiques de transgression et le même rapport à la mortalité et à la gestion des corps de migrants, les fosses communes qui sont ouvertes à certains endroits où les corps de migrants morts pendant le processus migratoire vont être jetés sans identification, sans relevé d'empreintes, sans relevé ADN. Donc ces morts disparaissent, ce sont des lieux de disparition comme on les voit partout dans le monde. Et c'est surtout... c'était en fait la première étape vers un mouvement mondial. En fait, Ceuta et Melilla ont été un laboratoire en quelque sorte d'expérimentation de quelque chose qui est devenu aujourd'hui un phénomène que vous voyez là, qui est le phénomène de barriérisation du monde. Ils étaient 11 à l'issue de la chute du mur de Berlin à être encore debout. Les barrières de Ceuta et Melilla ont été construites donc parmi les premières de l'espace Schengen. Aujourd'hui, on en compte 70 à travers le monde. Alors, pour conclure, comme pour beaucoup d'États de transit, l'imposition d'un mur à la frontière a pour effet d'exmurer l'État qui subit le mur. Et on va avoir à travers à la fois cet exmurement et l'externalisation de la frontière un effet d'extraversion. C'est-à-dire que l'État qui subit le mur va être tenté d'adopter le discours, la langue, le langage de l'État constructeur de manière à ne pas être une cible, mais au contraire être un accompagnateur et peut-être ne pas perdre autant que les États d'où originent les migrants. Donc l'externalisation a vraiment un effet d'extraversion. Et puis, ça a un autre effet particulièrement pour le Maroc, c'est le glissement de tout un discours sur la migration et ce faisant sur l'identité marocaine par rapport à cette Europe qui l'exclut quand ça l'arrange, mais qui l'inclut lorsqu'il s'agit d'en faire un sas. Merci. Oui, c'est juste pour remercier Monsieur le Président. Donc, j'allais dire merci, Monsieur le Président. Donc, je ne peux pas. Oui, voilà, merci, Monsieur le Président. Oui, mais on ne se lasse pas. On ne se lasse pas, bien sûr, de remercier Sciences Po Grenoble pour l'invitation, mais aussi pour la générosité. Je commencerai par l'objectif de cette présentation qui serait, ou qui est en fait une petite réflexion sur la capacité de transformation de l'islamisme maghrébin pour l'exemple, c'est-à-dire l'exemple tunisien et marocain, pris dans l'intervention comme exemple, et aussi cette réflexion pour essayer peut-être de répondre à une question posée par Madame Bndana, qui est dans un article en parlant de transformation de l'ANADA, il a dit à la fin de l'article, mais oui, jusqu'à quand Alors, je crois que j'ai la réponse. Non. En fait, cette transformation, à mon avis, est à double tranchant. S'il est la bienvenue et bien sûr salué surtout par les défenseurs de cet islamisme qui serait à un moment donné en cohérence avec la démocratie, avec les exigences de la modernité politique, comme on le vit en Occident. Je crois que pour de l'autre côté de la médaille ou de le revers de la médaille, c'est en fait, il se constitue à part entière dans la crise, comme une partie entière de la crise actuelle. Et là, en parlant de crise et de l'islam politique, ça a été établi, la crise et l'apparition des mouvements politiques, ça a été établi par un auteur américain spécialiste de l'islam fondamentaliste et qui s'appelle Richard Dickmidjan, dans un ouvrage célèbre devenu référence en 85. Et il y a eu, je crois, 2 ou 3
éditions après, c'est Islam in Revolution. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Dekmirjan? Il établit ou il nous fait une carte de cet islamisme politique depuis 661, depuis l'apparition des Omeyyades, et à chaque fois, quand il y a une crise, il y a des hommes et des mouvements qui revendiquent une certaine possibilité de changer la situation politique et sociale et de renouveler l'islam. Alors, il trace à peu près cette carte jusqu'à l'arrivée ou l'avènement des frères musulmans en 1928. Alors, ici, la thèse principale qui passe en filigrane dans l'ouvrage de Dekmirjan, c'est que le religieux est toujours au service du politique ici, parce que il omet toute une théorisation du contraire, c'est-à-dire du politique au service du religieux, comme dans l'islam chiite. Et en réalité, cet islam chiite a vécu cette possibilité quand le religieux a lui-même exercé le pouvoir. Ça, c'était déjà au début du XVIe siècle par quelqu'un, une grande référence chiite, mort en 1533, et qui a été appelé du Liban, enfin de la partie maintenant qu'on appelle le Liban, pour exercer le pouvoir, pour que les Persans exercent le pouvoir en son nom, en tant que religieux grande référence du chiisme de l'époque. Et la deuxième, bien sûr, le deuxième événement ou le deuxième exemple, c'est celui qu'on connaît tous à partir de 1979, quand l'ayatollah Khomeini a exercé, et le pouvoir est exercé toujours par un religieux. Donc, ce n'est pas le contraire. Alors, dans l'islam sunnite, c'était toujours le contraire, et les religieux sont toujours soumis aux politiques. D'ailleurs, c'est la thèse que je défends dans l'ouvrage à peu près qui porte le même titre. Alors, ici, est-ce que maintenant, avec la relation entre la crise et l'apparition des mouvements, est-ce que ces mouvements, dans leur variation des frères musulmans, dans leur variation actuelle maghrébine, c'est-à-dire le Nahda et le PJD, hein, même, je vais essayer de démontrer qu'il y a une différence, une distanciation de la part de ces mouvements-là par rapport aux frères musulmans. Et cette distanciation, elle apparaît aussi peut-être, mais commençons d'abord par le premier point, c'est-à-dire ce qui les rassemble, c'est-à-dire Nahda et le PJD, le parti qui est maintenant au pouvoir, ou qui partage le pouvoir avec d'autres sous la coupole, ou la coupole bien sûr du Palais Royal au Maroc. Alors ce premier point, c'est les seuls peut-être mouvements islamistes qui se sont maintenus au pouvoir jusqu'à maintenant. Donc après la débâcle de tout ce de leurs homologues égyptiens et en Syrie ou autres. Et ça, c'est un premier point en commun. Le deuxième, c'est celui de l'islam politique maghrébin. Cette caractéristique de l'islam politique maghrébin est signalée, non pas, donc je vais omettre un petit peu les écrits en dehors du mouvement, et je vais me contenter de deux ouvrages écrits par Ranouchi en 80. L'un signé avec Tourabi. Tu as parlé, Miloud, l'autre fois du rapport avec bien sûr les Soudanais, justement ce rapport qui est familial entre lui et Tourabi, et aussi un autre ouvrage écrit quelques mois avant ou après, je ne me rappelle pas, c'est en 1980, parce que c'était interdit aussi les éditions. Dans cet ouvrage, Ranouchi signale clairement, expressément, qu'il y a cet islam maghrébin qui est mis en évidence, et il est constitué certainement par les trois composantes qu'on connaît tous. Bien sûr, c'est bien sûr un substrat
doctrinale de l'acharisme. C'est une école un peu de la théologie spéculative. Et deuxièmement, le droit malikite, le droit islamique malikite, l'école juridique. Et troisièmement, c'est la composante soufie, principalement celle du soufi persan Al-Junayd, qui est mort en 910. Et pourquoi Al-Junayd? Parce que justement c'est un islam, c'est un soufisme plus proche de la pratique sunnite et qui ne s'éloigne pas, qui ne s'égare pas, hein, pour reprendre le mot le terme des détracteurs du soufisme en général. J'ajouterai peut-être une quatrième, signalée d'ailleurs par Anouchi, c'est cette touche un peu ou une certaine rationalité avéroïste qui est chère aux Maghrébins, hein, même parmi les penseurs laïcs comme Jabri quand il était vivant et qu'il défendait justement par rapport au Mashriq ou par rapport au Moyen-Orient. Le troisième point, ou la troisième question sur leur point en commun, c'est leur possibilité de transformation en mouvement, de prédication à partir des années 70-80, surtout pour la Nahda, et jusqu'à se constituer en parti politique, premièrement d'opposition accepté ou toléré par le pouvoir en place, le Merzen au Maroc pour le cas du PJD, et ou non, carrément, pour la Nahda, et après, jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir. Donc c'est une transformation qu'on a vécue, tout le monde l'a signalé, l'a vu, et on ne peut pas la nier. Maintenant, moi je m'intéresse au discours, et pour le cas du PJD, il y a cette absence du discours, il n'y a pas vraiment de tentative de théorisation, ils le comprennent très bien, c'est pas comme la Nahda qui essaye au moins de se positionner par rapport à la question et essayer d'ouvrir un peu ce débat. Mais toujours est-il que pour le PJD, je crois que cette transformation est assez claire et palpable, avec l'aval du Palais Royal qui a accepté que les membres du PJD rejoignent un parti qui était très proche dont le leader était proche du Palais Royal, c'était le médecin de la famille royale, et c'est le mouvement démocratique populaire constitutionnel, le MPD, devenu après le PJD. Donc, c'est cette acceptation du Palais Royal que les frères ou que les membres du PJD actuel rejoignent la scène politique, là c'était vraiment très surveillé par les Merzen ou par les sphères du Merzen. C'est ce qui a été signalé d'ailleurs par un proche, c'était un ami du roi, c'est le professeur Hassan Aourid, et qui a écrit un ouvrage en 2015 en français qui s'appelle L'impasse des islamistes. Je crois qu'il vient de le traduire lui-même en arabe, sauf que l'impasse saute, hein, ça n'existe plus dans le titre en arabe. Hein. Oui, vous avez tout compris. Donc voilà. Je crois qu'il le signale clairement, et ici la transformation qui se fait, c'est que le référentiel du PJD change. Pourquoi on ne parle plus de l'islam, parle plus beaucoup de l'islam, surtout quand ils ont pris le pouvoir, et depuis qu'ils sont bien sûr dans la scène, au milieu de cette scène politique marocaine, ils sont dans une course effrénée pour plaire au Palais Royal, comme le dit bien sûr le professeur Aourid. Alors ici, cette transformation va continuer jusqu'à bien sûr jusqu'à changer complètement de méthode, et le cheval de bataille qui était bien sûr dans le changement, l'islamisation de l'éthique musulmane, et ne figure plus, et le PJD peut-être l'a compris. Pourquoi? Parce que si on se réfère aux travaux de Tosi, par exemple, de Mohamed Tosi, que vous
connaissez sûrement parce qu'il a travaillé depuis sa thèse de doctorat sur le champ politico-religieux marocain. Ce champ politico-religieux notamment, il est entièrement rempli par la personne du roi en tant que commandeur des croyants. Ou par son deuxième corps, aurait dit Kantorowicz dans son célèbre ouvrage. Ici, je crois que le PJD a bien saisi cette question et il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de place pour formuler une autre éthique musulmane ou une autre vision du religieux en islam ou à partir de l'islam, comme le veulent le PJD ou comme le veulent les membres du PJD, parce que la personnalité du roi, la personne du roi est là pour le faire constitutionnellement, historiquement et aussi d'une manière religieuse, dans les fêtes, le cérémonial et ainsi de suite. Je crois que ici, avant de finir avec le PJD, dans le texte, non pas dans la réalité, c'est que il y a le célèbre épisode de quand Benkiren a été expulsé, entre parenthèses, du gouvernement, ou écarté, pour dire les choses par euphémisme, et aussi des instances du parti. Maintenant, jusqu'à ce qu'un bloc de jeunes se constitue autour de lui pour le supporter ou pour lui remonter le moral, comme veulent le présenter ses détracteurs. Maintenant, après l'ère Benkiren, le PJD est devenu vraiment plus docile. On le voit, et le professeur Aziz a parlé hier que tous les partis maintenant s'effacent de la scène. On ne sent plus ce rapport à la politique à partir de la relation dans la société entre les partis et bien sûr les Marocains. Et là, je crois que le PJD aussi est dans cette vision des choses ou dans cette tourmente. Pour le professeur Ourid, il a parlé aussi qu'est-ce qui reste du PJD, et il a dit que clairement, il n'est plus un parti islamiste, mais plutôt un parti conservateur. Chose que Benkiren va tenir lui-même en public, et il va dire clairement que nous ne sommes pas un parti islamiste. Voilà. Pour pour la Tunisie, je vais être bref parce qu'on en a parlé beaucoup. Merci. Mais juste signaler ici que le rapport du religieux entre le religieux et le politique chez l'Ennahda a commencé bien sûr sous l'ère ou sous le règne de l'État totalitaire, où c'était difficile aussi de faire de la politique à partir de la religion, mais tout en changeant de nom, il a continué pendant des décennies, bien sûr, d'associer la prédication à la pratique politique. Ce qui a fait de lui, lui a fait gagner, bien sûr, un capital social, premièrement, important, et puis politique après. Et quand il a été expulsé, dans la scène politique, exposé, bien sûr, après 2011, il a compris vite que les Tunisiens ne cherchent pas un État religieux, mais ils cherchaient à s'opposer à la tyrannie et voulaient plus de tous les termes qu'on connaît, donc liberté et autres. Donc l'État religieux n'était pas à l'ordre du jour, mais aussi dans l'Ennahda lui-même, au moins dans les propos de Ranouchi. Ici, je crois que le programme électoral n'a pas fait mention d'État religieux, sauf peut-être, je mentionnerai les propos de Ftah Moro, oui, quand il a dit la 6e
Ah oui, oui, quand il a parlé du système, mais c'était peut-être un moment d'euphorie, c'est tout, mais dans le programme, c'est carrément, il y a une absence quasi totale de tout ce qui se rapporte au califat ou à l'État religieux. Je n'oublierai pas, bien sûr, bon, l'égalité hommes et femmes aussi, il a été mentionné dès les premières déclarations au monde, n'est-ce pas? Et là aussi, n'oublions pas que le moment peut-être phare, c'est le 10e congrès de 2016, dont on a parlé l'autre jour, où il a parlé de démocratie musulmane, chose qui n'explique pas, hein, comme notre collègue Miloud l'a mentionné. Sauf que je crois qu'il ouvre un chantier par 2 points, et je finis avec. Le premier, il se réfère à la démocratie chrétienne du 19e siècle. Et connaissant bien sûr la grande différence entre les 2 États, hein, comme disait Badi, ou les 2 mondes, je crois qu'il va faire mention à la théorie des finalités qui est très chère à l'islam maghrébin, celle de Chatibi, bien sûr, dans l'islam malikite. Ici, il ouvre et il demande un travail avec une touche tunisienne, parce que ce qui a été cité dans le congrès, c'est une touche tunisienne à cette réflexion pour justement approcher démocratie et islam. Je m'excuse, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, on aura le temps de poser des questions. Peut-être on peut collecter quelques-unes. Je propose 3. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, besoin d'un micro aussi. Il faut courir. Ouais, mais... Oui, merci de votre exposé très pertinent. À propos du premier exposé sur Ceuta et Melilla, il fallait peut-être commencer, à mon sens, par le fait que ce sont les 2 derniers bastions du colonialisme dans le monde. C'est peut-être faux, mais effectivement, il est plus pragmatique, réel politique que le PJD. Je donne un exemple. Oui, la liberté de conscience, justement, elle a été acceptée par Nada et elle a été refusée par le groupement islamiste au Maroc. Merci beaucoup. On va encore avoir 2 autres questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je tiens à féliciter les 3 intervenants pour leur excellent exposé, riche et éclairant. Je voulais d'abord commencer par les 2 premières intervenantes pour justement les féliciter d'avoir juste transcendé cette idée connue que de toute façon l'immigration elle se fait sud-nord et aujourd'hui elle est de plus en plus sud-sud. Là, c'est quand même très important de le dire. C'est-à-dire que lorsqu'un pays comme le Maroc, comme la Tunisie ou comme l'Algérie, et notamment la Tunisie, se trouve avec 4 millions de Libyens, et lorsqu'on est en fait en train de chipoter pour 15 immigrants sur un bateau qu'on ne veut pas les accueillir en Europe avec 500 000 migrants, ça fait un tout petit peu sourire et je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir aussi revisité la notion de frontière. Maintenant, la frontière, elle est beaucoup plus symbolique et plus mobile. Et puis, lorsque on est dans un monde qui construit des murs, là, on est dans une régression moyenâgeuse parce que, de toute façon, le propre même de l'humanité, c'est la diversité et la mobilité. Et tant qu'il y a les gens enfin, où ils ont envie de partir, ils partiront. On peut construire les murs que nous voulons. Ça ne marchera pas. En tout cas, merci pour cet éclairage qui est fort intéressant. Je voudrais maintenant revenir à la seconde intervention. Là aussi, elle est très, très intéressante. Et effectivement, elle nous a
permis de comprendre et faire le lien entre Nahda et le PJD. Or, la première chose, lorsque vous parlez en fait de l'islam maghrébin, il y a un aspect important. On a l'impression en fait que l'islam politique au Maghreb a un lien de filiation directe. À mon sens, que de toute façon, il y a un tout petit peu quand même un petit problème. Si on prend la symbolique de la famille, c'est un enfant naturel. Je ne sais pas, peut-être il a un père. Il se trouve certainement en Égypte, mais la mère, elle n'est pas ni au Maroc ni en Tunisie. L'islam, en tout cas, du Maghreb et maghrébin, il est beaucoup plus maraboutique. Et là, je reviens à ce que disait Amina, en tout cas ce matin, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans un islam soufi, maraboutique, et donc l'islam politique, c'est un islam importé. Et dans les années 70, on voit arriver des livres, on voit arriver en fait une idéologie qui n'a absolument rien à voir avec l'islam de naissance et originel au Maroc et en Tunisie. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, en fait, j'aimerais bien, en tout cas, par rapport à Ennahda, relativiser deux petites choses. La première, moi, peut-être ça ne va pas être partagé par tout le monde, je n'y crois pas à l'islam modéré. Un islamiste, c'est un islamiste. Et même par rapport, en tout cas, à la remarque de mon collègue derrière, Ennahda n'a pas accepté la liberté de conscience. Ennahda, on lui a imposé la liberté de conscience. C'est-à-dire, au fond d'eux-mêmes, ils ne voulaient pas la liberté de conscience. Donc, il faut aussi, parfois, comme disait Gesser tout à l'heure, se distancier, déconstruire en tout cas le discours aussi de communication, de propagande. Il faut savoir que Ennahda, c'est un parti politique moderne. Aujourd'hui, c'est la même agence de communication de Tony Blair qui travaille avec Ennahda. C'est-à-dire que si Ennahda veut vous vendre en fait l'idée qu'ils ont accepté la liberté de conscience, bien évidemment, nous, on va relier comme ça. Non, c'est de la propagande politique, de la communication. Je vais terminer. Oui. Ouais, parce que ce matin, j'ai essayé 2 fois de parler, donc on n'a pas voulu me donner la parole. Là, j'ai le micro, je le garde. Non. Ne vous énervez pas, je vais arrêter. Non, juste par rapport à ça, franchement, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez important de le dire, et si on ne le dit pas aujourd'hui, quand on va le dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islamisme aussi, il faut être lu par rapport aussi à la pression qui s'exerce sur lui. Ce n'est plus en fait une entité abstraite, complètement désincarnée. Il est aussi issu d'un mouvement politique historiquement, en tout cas marqué, et puis aussi, il se vit aussi dans des sociétés qui exercent aussi bien sur le PJD que sur Ennahda, des pressions qui les amènent en fait à évoluer. Alors je ne sais pas s'ils vont évoluer ou pas, ça c'est une autre paire de manches. Ils évolueront si en fait la société les oblige à évoluer. Merci, je suis désolé. Hein. Merci monsieur. Bon, alors il y avait encore des questions. Des questions? Bonjour. D'accord. Excusez-moi, donc j'adresse ma question au deuxième intervenant, donc à M. Ouria. Ma question ne porte pas tant sur l'ensemble de l'exposé qui est très clair. En fait, j'aurais 2 questions. La première porte sur une date charnière qui peut-être n'a pas été évoquée pour les deux parties, qui est la date de 2003. L'année 2003 pour moi était charnière pour Ennahda et pour le PJD. Ennahda pour la déclaration de Tunis qu'elle fait communément avec Marzouki et sur laquelle elle fait une alliance d'opposition pour la première fois, sur laquelle elle se met d'accord sur les principes avec lesquels elle gouvernerait si elle était au pouvoir. Et le PJD fait face le 16 mai 2003 aux attentats de Casablanca et donc doit complètement revoir sa communication politique ainsi que ses objectifs politiques. Je ne sais, moi j'interprète cette date comme charnière, je ne sais pas quelle est votre lecture de cette date-là. Ma deuxième porte en fait également sur un autre fait. Oui, c'est le 16 mai 2003 et donc la menace de disparition du PJD sous la pression politique de d'autres partis, notamment l'IAZRI, qui leur fait porter de la responsabilité. Enfin bref. Ma deuxième question porte notamment sur un phénomène plus sociologique et interne aux 2 partis, qui est celui de la transition générationnelle. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'islamisme de gouvernement ou l'islam politique ou l'islamo-conservatisme de gouvernement, comment est-ce que sa transition générationnelle le confronte lui aussi à une technicisation, à une technocratisation de ses pratiques politiques et donc également de sa conception de la pratique gouvernementale. Voilà. Merci monsieur. Et on peut peut-être faire une petite exception. Vous voulez reprendre après?
D'accord, très bien. Alors, c'est à vous. Je vous dois des excuses. C'est effectivement normalement la première ligne avec laquelle je commence, le fait que c'est le dernier reliquat colonial. Et quand Mylène a souligné la proximité géographique, je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'éviter de dire une évidence, mais j'aurais dû la dire. Vous avez tout à fait raison. Ça fait partie des premières choses que l'on doit mentionner à propos de Ceuta et Melilla. Pardon, excuse-moi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais aussi, peut-être, à l'intérieur du pays, il y a encore des relents du colonialisme ou du néocolonialisme qu'on sent aussi beaucoup, je trouve, dans les pays aussi. Moins visible, plus insidieux, mais il y a encore cette présence-là coloniale à l'intérieur du pays. Puis peut-être que ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à l'immigration sud-sud, tout à fait, je pense qu'il faut déconstruire et critiquer ces postulats ou ces stéréotypes qu'on a de l'immigration qui a énormément changé dans les dernières années. Premièrement, que c'est non pas de sud au nord automatiquement, qu'il y ait des zones de transit qui deviennent des zones d'immigration, qui se rechangent en transit et qui sont mobiles, que ce n'est pas dans une visée automatiquement évolutionniste, donc on ne va pas vers la liberté et tout d'un coup on est émancipé, que c'est pas l'enfer et le paradis, que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est de plus en plus des femmes qui immigrent. La moitié de la population des migrants sont des femmes et elles voyagent, elles peuvent voyager seules, elles vont pas automatiquement rejoindre un mari, donc pas automatiquement dans une relation de dépendance à un homme. Et donc d'avoir toute cette perspective à la fois de genre, à la fois de ces mouvements migratoires-là, pour moi, me semble nécessaire. Merci. Oui, merci pour les questions. Je voudrais parler, je vais commencer par le pragmatisme de l'ANADA et du PJD. Oui, certainement, je suis d'accord. C'est, à mon avis, c'est le point essentiel que je soutiens. L'ANADA est beaucoup plus structuré, qu'on le veuille ou non. Je comprends mais que le PJD, comme l'a signalé Ben Kiran, si vous vous rappelez bien, dans le cimetière, là, quand il voulait enterrer un de ses proches, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit carrément, donc nous n'avons pas de compétences pour gouverner. Il l'a dit clairement. Deuxièmement, alors les deux catégories, oui, enfin, oui. C'est un capital social qu'il essaie bien sûr de remplir ou de gagner. Mais ici, pragmatisme ou arrivisme, là, ces deux catégories sont vraiment très mêlées, surtout avec la crise actuelle. Et pour peut-être utiliser le jargon arendtien, c'est-à-dire celui d'Anna Arendt, je crois de parias qu'ils étaient. Et défenseurs de parias qu'ils se proclamaient comme ça. Donc, ils sont passés de l'autre côté, ils sont devenus parvenus. Et avec ce passage de paria à parvenu, donc avec cette transformation que j'ai essayé de mettre en évidence, je crois qu'il y a des plumes à laisser. Et est-ce que ce capital politique va être complètement perdu? D'autant plus que pour le PJD, quand il a exercé le pouvoir, il s'est avéré qu'il est entré dans cette dynamique d'embourgeoisement de ses membres, jusqu'à épouser 2-3 femmes pour quelques-uns de ses grands dirigeants. Et quand il se présente devant son électorat ou dans ses membres, il dit clairement qu'il est incapable de gérer les affaires et il faut voir en haut. Alors, pourquoi vous avez fait tout ce détour pour dire aux Marocains que vous ne pouvez pas gouverner? Mais ils le savent très bien qui gouverne, les Marocains, en fin de compte. Pour le cas de l'ANADA, c'est vrai. Et là, je crois que ça a été imposé par les autres acteurs. Mais tant mieux. Tant mieux. S'ils refusent l'article 6, n'est-ce pas? Oui, l'article 6, s'ils refusent l'article 6 et
ils l'ont accepté, mais c'est ça le jeu politique à mon avis, parce qu'on ne peut pas les soumettre à la question comme au Moyen-Âge et savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent à l'intérieur. L'essentiel, c'est qu'il y a cette transformation, parce que je crois que les lier toujours aux frères musulmans d'une manière un peu viscérale, ça a personnellement a toujours fermé les yeux sur ces transformations. Parce que à chaque fois qu'il y a une déclaration, on l'explique par ah non, attention, il y a un double jeu et peut-être ils vont pas faire c'est vrai qu'ils peuvent ne pas faire ce qu'ils ont promis, peut-être, mais comment le savoir? L'essentiel, que c'est ce discours qui s'est transformé au fur et à mesure, les a complètement transfigurés jusqu'à devenir un parti conservateur comme plusieurs autres, soit sur la scène politique tunisienne ou pour le PJD sur la scène politique marocaine. Juste la dernière peut-être intervention sur 2003, oui c'est vrai. Bon, il y a plusieurs dates, c'est vrai, mais 2003 c'est une des dates charnières. C'est comme 89 pour la Nahda, 2003 aussi, 2016 aussi, quand la Nahda a fait son 10e congrès. Alors, c'est ça ce qu'il faut peut-être prendre en considération pour voir jusqu'à quel point et jusqu'à quand, comme disait Madame, jusqu'à quand, jusqu'à changer complètement d'étiquette islamiste. Ça, c'est peut-être ma thèse, mais le problème, c'est pas ici, parce que si l'Ennahda change, le PJD est complètement changé, le vide du côté islamiste, comment il devrait être rempli et par qui? C'est peut-être la question, d'autant plus que ni la Nahda ni le PJD n'a ce pouvoir d'aller chercher chez ses adhérents et de leur demander d'adhérer à cette nouvelle vision des choses de l'islam politique. Voilà. Cette question de technocratie a été déjà imposée par Hassan II de son vivant, et c'était peut-être un point où c'est là où a commencé la vie politique, ou la scène politique, où les partis eux-mêmes ont commencé à se vider et à laisser tomber la politisation de la société. Parce que, justement, il y avait toujours des technocrates au Maroc. Il y avait toujours les partis devraient et ont dû composer toujours avec les technocrates. Au sein du parti du PJD, les noms que vous avez cités, c'est vrai qu'ils sont dans des formations d'ingénieurs et autres. Bon, pour le cas de Khelfi, peut-être, oui, mais parce que lui, il a toujours été dans le syndicat des étudiants. Donc, c'était sa formation politique, si vous voulez, donc à l'OTEM, ou si vous connaissez bien la scène politique, la scène des étudiants marocains. Alors ici, je crois que oui, vous avez raison. Sauf que pour la question des technocrates, c'est une question, c'était toujours une volonté du Marzen, c'est une volonté royale. Et là, c'était un coup dur pour les partis politiques. Merci. Non, oui. Merci. On collecte encore quelques petites questions. Alors, il y a ce monsieur. D'accord. Et voilà, on va collecter tout ça. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à M. Ouria. Je crois qu'il y a un point à retenir de ce que vous avez dit qui est d'une importance capitale et qu'il va falloir creuser. C'est qu'effectivement, si cette domestication d'un islamisme comme celui d'Ennahda et du parti qui est au pouvoir au Maroc s'accomplit, toute la question du champ islamiste, par qui ça va être occupé, c'est clair que c'est un point qui est à retenir. Ma question est la suivante. Supposons que la transformation que vous évoquez s'effectue d'un point de vue strictement pragmatique. Ne pensez-vous pas que le risque reste toujours là d'avoir une dérive autoritaire
à la manière de ce qui s'est passé en Turquie, à partir du moment où les partis que vous décrivez essayent de reproduire dans un certain sens ce que l'AKP était avant de parvenir au pouvoir et les premières années où il était au pouvoir. Ne pensez-vous pas que la seule façon de surmonter ce problème-là et que la seule façon pour qu'il y ait réellement une confiance dans ces partis-là et qu'ils développent eux-mêmes une doctrine sur les questions fondamentales des libertés et des droits. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de doctrine proprement islamiste sur ces questions, il y aura toujours une suspicion à leur égard, à l'image de ce qu'on a entendu tout à l'heure, un islamiste restera toujours un islamiste. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je voulais revenir sur la première intervention parce que sur la fin, vous avez respecté le temps et vous êtes allé vite. Et du coup, j'étais intéressée sur ce que vous disiez à la fin sur la mise en mur de l'État emmuré, en quelque sorte. Donc, je voulais simplement que vous développiez peut-être un petit peu à ce sujet-là. Donc, sur le cas marocain, bien sûr, mais peut-être que vous avez aussi des comparaisons et des pistes à nous proposer stimulantes sur ce cas-là. Enfin, dans ce... Merci beaucoup. Ma question aussi s'adresse à Elisabeth et Mylène. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce que Ceuta et Melilla continuent à être des zones d'expérimentation de nouveaux dispositifs de frontérisation, comme ils l'ont été dans les années 90. On a vu que ça a presque annoncé en fait un mouvement qui s'est développé ensuite. Est-ce que pour ce qui est de l'usage des technologies ou d'autres dispositifs de frontérisation, on est encore dans cette situation-là? Et la deuxième question, elle est notamment liée au fait que là, avec la médiatisation de la caravane des migrants en d'Amérique du Sud vers le Mexique, on voit que les Nord-Américains, les États-Unis précisément, semblent découvrir que les Mexicains peuvent être hostiles à des migrations venues d'Amérique centrale, en fait. Et est-ce que là, on voit autour de mobilisation au Maroc une opposition à la frontérisation en disant c'est pas à nous de la garder du type de ce qu'on a en France par rapport à Calais, c'est pas à nous de garder la frontière des Anglais, etc. Ou est-ce que les mobilisations collectives, elles se placent seulement en termes de droits de l'homme, droits des migrants, ou est-ce qu'on a aussi ce côté de c'est pas tant qu'ils ont des droits, c'est juste que ça ne devrait pas être notre responsabilité de le faire? Merci. J'ai vu encore deux et je proposerai qu'on pose les questions aussi à la suite. J'ai deux questions. La première chose, je voulais juste une remarque. Depuis hier, on n'a pas beaucoup parlé d'argent, si ce n'est le financement des producteurs tunisiens pour les films. La question que je pose à M. Ouria, quel est votre travail sur la relation entre l'argent, le financement de l'islamisme au Maghreb et son importance, et le lien avec l'exercice de la démocratie, et aussi le lien de ces partis islamistes, en particulier Nahda, avec les médias et les médias étrangers? Juste un exemple, une question par rapport au financement et à la transparence des financements, puisqu'une loi a été votée au niveau bancaire en Tunisie, comme en France, pour le financement des partis. Ça me semble très important. Qu'est-ce que vous en pensez? Dernière question, l'impact sur les élections. Vous savez que Nahda a, entre guillemets, énormément donné d'argent aux premières élections, avec des achats, ce qu'on appelait le coup fin, etc. Qu'en est-il à l'heure actuelle de ces financements? Parce qu'il en va peut-être de l'exercice réel de la démocratie sur le terrain. Merci beaucoup. Et last but not least. Merci. Moi, principalement sur les frontières, puis une sur l'islamisme. Sur les frontières, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est justement, est-ce que finalement, vous pensez, alors je vais être un peu pénible là, c'est pas dans mon habitude d'aborder des sujets qui sont moins pragmatiques que théoriques, mais est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, justement, eu égard à ce que vous décriviez à la frontière de Ceuta et Melilla, c'est-à-dire à la fois l'existence de murs et derrière d'un dégradé finalement de protection, c'est-à-dire on érige un mur et derrière on érige
finalement des sortes de marches progressives qui conduisent à la rupture du mur. Est-ce que vous pensez dans le contexte contemporain, le concept même de frontière qui a été beaucoup chahuté finalement par la création des grands ensembles, quelle est votre position là-dessus? Ou est-ce que c'est un débat théorique qui est un peu trop précipité ou trop ambitieux? Ça, c'est la première question. La deuxième question est une question purement pragmatique. Est-ce que le développement de ces frontières a été généré aussi par un financement des organismes, des techniques de surveillance, puisqu'on a observé une reconversion, notamment dans le contexte de la guerre froide, de certaines usines d'armement dans la production de systèmes de surveillance sur les frontières. Enfin, ma dernière question, comme je l'ai l'islamisme, et notamment quelque chose que j'aimerais clarifier, c'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises dans des articles et j'ai pas vraiment trouvé la réponse sur la fameuse inspiration de l'AKP, le PJD, puisque le PJD porte le même nom que l'AKP, Parti de la justice et du développement, Adalet ve Kalkınma Partisi. Donc, on dit qu'en réalité, cet Adalet Kalkınma Partisi aurait été inspiré par le PJD. Alors, des responsables du PJD me l'avaient expliqué, notamment dans une soirée mémorable à Rabat il y a quelques années. Est-ce que vous confirmez cela ou est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'anecdote? Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est beaucoup à répondre. Voilà, c'est à vous. Oui, c'est des excellentes questions. Merci infiniment. Je pense qu'on pourrait en parler pendant longtemps. En fait, c'est ce qu'on fait à la chaire. On parle des murs de manière générale dans le monde. Puis Elisabeth a souvent un excellent exemple pour comprendre, pour bien visualiser les murs dans le monde, qui équivaut à 40 000 kilomètres si on les met bout à bout, en fait, c'est la circonférence de la Terre. Donc, Elisabeth réfère beaucoup à cette image-là qui est assez parlante. Le cas du Maroc, on pourrait en parler pendant longtemps. Pour moi, à mon sens, et ma perception quand j'étais sur le terrain, quand j'en ai entendu parler, c'est qu'il y a un sentiment au Maroc de devenir presque emmuré, en fait, de tout bord, tout côté, parce qu'il y a un mur dans le Sahara. Il y a un mur aux enclaves de Ceuta et Melilla, puis il y a une séparation de plus en plus rigide entre les frontières. Donc, il y a un sentiment de pas nécessairement appartenir ou que ce concept de Maghreb uni est de plus en plus, de moins en moins... Ah, okay. Désolée, vous leviez la main. Je pensais qu'il fallait que j'arrête de parler. Donc voilà, ouais, il y a un sentiment d'être de plus en plus emmuré, que les frontières sont de plus en plus rigides. Est-ce qu'il y a une opposition? Oui. Elle est relative par rapport à quel mur? On l'aperçoit, oui, comme on a mentionné, tous les partis politiques sont défavorables face aux enclaves. Mais en effet, il y a un phénomène qu'on voit beaucoup aussi entre le Mexique et les États-Unis de plus en plus. Puis j'en parlais avec Elisabeth, puis avec notre groupe de recherche, qui est que c'est pas nécessairement uniquement entre ces deux États-là qui sont théoriquement les deux la zone de migration, mais que c'est beaucoup plus large que ça. Et quand on parle de la migration entre le Mexique et les États-Unis, c'est pas nécessairement et uniquement la migration mexicaine, mais c'est aussi la migration guatémaltèque, c'est aussi la migration de l'Amérique centrale. Et on retrouve un peu le même phénomène avec le Maroc, où c'est en effet des migrations subsahariennes. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais oui, parce que bref, j'aurais comme plein de choses à dire, mais je vais essayer de faire court. Donc oui, il y a des mouvements qui sont assez acceptés, qui occasionnent des réactions.
Mais globalement, les relations entre le Maroc et l'Union européenne est basée sur ça, en fait. On va continuer à faire des relations économiques et commerciales s'il y a un renforcement des frontières, si vous faites attention à cette migration-là pour pas qu'elle se rende à Ceuta et Melilla. Puis je vais finir avec un exemple assez parlant qui dit que dans les chiffres, dans les dernières années, il n'y a presque aucun subsaharienne qui a réussi à déposer une demande d'asile dans ces enclaves-là. Et pas parce qu'ils et elles ne le voulaient pas, mais parce qu'ils n'ont jamais réussi à s'y rendre. Parce qu'on les empêche avant. Donc voilà. On pourra s'en parler après, ça me ferait plaisir. Il y a beaucoup d'États, en fait, qui sont les agents ou les gestionnaires par procuration d'une frontière et qui sont ex-murés par là même, qui vont avoir à redéfinir leur place dans les ensembles régionaux en fonction justement de est-ce que le Maroc est une entité méditerranéenne ou est-ce qu'il est isolé, distancé de facto à cause du mur, en raison du mur. On parle du mur, mais effectivement, Jean a raison, c'est un dispositif politique, c'est une politique de visa, c'est aussi tout le patrouillage de la Méditerranée qui en soi est devenu un mur en tant que tel, mais qui va avoir cet effet de distanciation. Et on va retrouver ça dans tous ces États ex-murés qui vont se demander s'ils doivent se tourner vers leur propre sud et à quel point, et qui naturellement vont aussi vouloir se tourner vers leur nord parce qu'ils ont ces deux frontières-là. Donc on a une espèce de schizophrénie qui va s'installer dans ces États de transit, dans ces États ex-murés. Certains n'ont pas le choix. Le Bangladesh, par exemple, est complètement ex-muré de la péninsule indienne puisque l'intégralité de ses frontières est murée. Donc là, et il est tourné littéralement sur un delta qui le grignote petit à petit avec la montée des eaux. Donc on a encore d'autres types de problématiques de ce côté-là. Ceuta et Melilla sont moins un lieu d'expérimentation aujourd'hui, mais il est certain que ce qui a été développé a été utilisé. Le barbelé concertina, qui aujourd'hui est déployé à la frontière, et un des premiers qui a été déployé était justement à Melilla. Il y a un certain nombre d'entreprises, des entreprises allemandes notamment, qui travaillent en Grèce, le long de la frontière. Donc, on a vu toute une progression. Le lieu d'expérimentation majeur aujourd'hui et l'expertise est essentiellement israélienne. Et l'Arabie saoudite en bénéficie grandement, par exemple. Donc, c'est très intéressant. Mais la frontière est indéniablement, globalement, un lieu d'expérimentation. Le premier endroit où on a commencé à tester des robots tueurs, c'est le long des frontières, parce que ce sont des zones, et c'est aussi ça, l'épaississement de la frontière, ça devient des zones d'exception, des zones de non-droit, et pour faire du travail, et Mylène l'a fait avec nous, à la frontière mexicano-américaine, on a une sensation de sécurité plus grande à Ciudad Juárez qu'à certains endroits dans le désert de Sonora, mais côté américain. Il y a vraiment une perception, et on y retourne en février, et on a prévu de prendre des précautions additionnelles parce que justement on a vu le climat évoluer de manière importante, mais la zone d'exception de part et d'autre de la frontière est toujours très nette. Le complexe sécuritaro-industriel fait des milliards avec justement ces technologies dont certaines ne fonctionnent pas. Boeing a découvert qu'il faisait chaud dans le désert et que les tuyaux fondaient. Et de toute manière, ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, les franchissements illégaux des frontières vont se faire à travers des ports d'entrée réguliers, avec des agents corrompus, avec des papiers achetés, y compris pour rentrer. En fait, la drogue, par exemple, qui rentre aux États-Unis, celle que craint Trump, rentre par les ports d'entrée réguliers grâce à des agents frontaliers de la Border Patrol qui sont parfois d'ailleurs liés directement au cartel mexicain. Mais donc oui, tout ce qui est camp de détention, etc., il y a vraiment une espèce de bête qui se nourrit d'elle-même aujourd'hui et que l'on voit le long de la frontière, qui alimente aussi tout ce travail d'expérimentation technologique. Il y a des foires de technologies sécuritaires, notamment aux États-Unis, qui valent la peine. Le langage aussi est intéressant quand on parle de frontières. Hein. Parler d'étanchéité de la frontière ou parler de porosité de la frontière, c'est présumer que la frontière doit être un mur, fût-il invisible. Et la frontière est
tout sauf ça, elle peut être ça, mais ça peut être simplement une interface entre deux systèmes juridiques, entre deux systèmes économiques, et le fait de parler de porosité de la frontière raconte déjà qu'on a une vision spécifique de la frontière qui n'est pas forcément la vision que l'on va avoir en Afrique, où il y a, si mes souvenirs sont bons, seulement un tiers des frontières qui sont délimitées. Donc ça permet aussi de replacer la frontière dans une perspective globale qu'on a souvent tendance à voir à travers le prisme occidental. Merci. Oui, merci pour vos questions. Je crois que je vais commencer par la question du financement. Pour la question de la transparence, elle concerne peut-être tous les partis, non seulement les Amnada ou le PJD. Mais l'exemple que je connais mieux, c'est celui du PJD qui a essayé toujours d'être un peu avant-gardiste et transparent en montrant bien sûr comment l'argent de l'État est distribué au sein du parti, comment il est utilisé dans les élections et ainsi de suite. Mais je crois que la question du financement, peut-être que c'est des liens avec d'autres pays, n'est-ce pas? Et ça devient intéressant parce que, comme vous le savez, Ranouchi a visité sa première sortie quand Nada a pris ou a gagné les premières élections, c'était au Qatar, quand il a visité Al-Qaradawi, le chef spirituel des frères musulmans. Et c'était perçu comme allant chercher le fils qui est allé chercher la bénédiction du grand-père. Le financement ici, surtout par le Qatar, il n'y a pas de... ce n'est pas caché. Hein, le Qatar ne cache pas ses liens avec de tels mouvements. D'autant plus que dans plusieurs pays, c'est l'État qui surveille, bien sûr, ce qui entre et ce qui sort. Mais là, ce qui est difficile dans les pays du Golfe, c'est l'argent comptant. L'argent comptant ne peut pas... on sort avec des valises, et ça c'est tout le monde le sait. On sort des valises avec des milliers de dollars. Et là, ça échappe carrément à l'État, que ce soit en Tunisie, au Maroc ou ailleurs. Et aussi parce qu'il y a, premièrement, parce qu'il y a ça échappe parce que ça passe par les princes. Ce n'est pas l'État qui finance directement, donc c'est de main à la main dans les soirées. Et là, ça devient difficile de contrôler ce financement. Deuxièmement, le financement, peut-être, j'ai un exemple pour ce genre de financement, il est contrôlé par l'État marocain. C'est celui d'un groupe salafiste, il est béni par le pouvoir au Maroc. C'est le groupe de quelqu'un qui s'appelle Marawi, et c'est le salafisme pur, ou le salafisme quiétiste, comme l'a appelé notre camarade tout à l'heure. Ce groupe-là, il touche de l'argent de l'Arabie Saoudite, mais l'État est en connaissance de cause, donc il n'y a pas de problème parce qu'il ne fait pas de politique lui-même. Je crois que cette question de financement est beaucoup plus délicate et parce qu'elle n'est pas, on ne peut pas la contrôler, sauf si, quand on voit bien sûr l'embourgeoisement de certaines élites, là, on a tendance à lier, et ça c'est vrai, surtout quand les visites dans les pays du Golfe deviennent fréquentes. Et l'argent, bien sûr, l'embourgeoisement lui aussi augmente. Deuxièmement, avec le lien avec l'AKP. Vous savez, professeur, mieux que moi, l'AKP a toujours, ou cet islamisme turc a toujours réussi de rester dans l'arène politique depuis quand il est né dans les années 70 dans les confréries soufis. Et à partir de là, à chaque fois, l'aile un peu rétrograde disparaît et l'aile progressiste continue jusqu'à ce qu'elle devienne rétrograde et ainsi de suite.
jusqu'à l'AKP maintenant. C'est pourquoi une certaine scission à l'intérieur est possible. Alors pour le PJD, je crois que c'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas vraiment la même ligne. Lui aussi, ils ont appartenu à cette mouvance de Motet, hein, un peu ceux qui sont soupçonnés d'assassiner un leader politique de gauche dans les années 70, en 1975 au Maroc. Et ils se sont distancés de ce mouvement-là pour, devenir un peu modéré, hein, le PJD. Et Ben Kirel lui-même a dit qu'un jour que nous étions un peu plus radicaux, et maintenant, là, on a délaissé et nous avons compris que le pouvoir au Maroc, que la politique au Maroc se fait selon le paradigme ou selon les paramètres royaux du palais royal. Donc, voilà un peu pour les liens. Mais je crois que l'AKP, ça n'a rien à voir avec la mouvance islamiste au Maghreb ou ailleurs, parce que c'est une autre tradition, c'est une autre vision des choses, c'est la Turquie. Et juste je finis avec cet exemple. Quand Erdogan est parti voir les frères musulmans en Égypte, quand ils ont gagné, il a parlé de laïcité, il a dit, écoutez, c'est pas la peine d'avoir peur de la laïcité. Alors, il a été applaudi avant avec enthousiasme, mais après, quand il a dit ça, c'est vraiment une douche froide, parce que tellement pollué, le terme est tellement pollué dans cette mouvance islamiste qu'on n'a pas pu accepter que Erdogan parle de la laïcité aussi avec aisance. Mais lui, il est nourri dans les sérails de cette vision des choses turques. Merci. Merci infiniment, Mylène, Elisabeth, Mohamed. Merci beaucoup pour ces interventions très riches.